C'est la suite de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire et notamment à l'affaire Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire qui en octobre 2020 élira son prochain président. Le président Alassane Ouattara aura ainsi bouclé 2 mandats. Mais si l'homme se dit totalement satisfait de son bilan, son opposition, lui, elle plutôt dénonce des dérives autocratiques. On écoute avant d'en parler ce qu'en dit Guillaume Soro, celui dont nous avons parlé dans la première partie de notre émission. Pour avoir refusé de m'associer au projet de confiscation du pouvoir d'État et partant de la démocratie que sous-tendait la création du RHDP unifié, M. Ouattara m'a demandé de renoncer le 8 février 2019 à mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je l'ai fait en accord avec ma conscience d'homme libre, pour qui toute compromission signifierait un asservissement de ma dignité. Depuis lors, et vous en avez été témoin, je subis avec les miens, de façon encore plus violente, avec une hargne redoublée et une haine inexpliquée, de nombreuses attaques du régime, épuration de mes collaborateurs et compagnons de toutes les institutions de la République et entreprises d'État, harcèlement de mes partisans, tentatives diverses d'assassinat et d'enlèvement contre ma personne et nombre de mes proches, compagnons de lutte, assassinat, hélas, de certains de nos militants. Si je partage avec vous ces violations non exhaustives, ce n'est ni pour pleurnicher, ni pour geindre sur notre sort, loin s'en faut, mais plutôt pour vous faire prendre conscience que ces attaques représentent à elles seules des entailles béantes dans la démocratie que nous avons tenté de construire pendant ces 3 dernières décennies. Si vous n'en êtes toujours pas convaincus, ajoutez-y toutes les répressions et autres violations que subit l'ensemble de l'opposition politique, notamment les membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ainsi que du Front populaire ivoirien. Vous comprendrez le glissement autocratique du régime actuel. Il est devenu, hélas, périlleux d'être opposant en Côte d'Ivoire. Devenu, hélas, périlleux d'être opposant en Côte d'Ivoire, dit Guillaume Soro Habib Sanogo. On n'est pas au-dessus des lois parce qu'on s'appelle Guillaume Soro ou parce qu'on est membre du GPS. On n'est pas au-dessus des lois non plus parce que on est élu sous la bannière du RACI ou du GPS, etc. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une véritable dérive autocratique du pouvoir? On n'est pas au-dessus des lois et on n'est pas non plus en dessous des lois. Oui. La loi doit s'appliquer à tous. Le seul argument que le procureur de la République est venu défendre, c'est de prendre une des attributions, donc une des fonctions qu'occupe Guillaume Soro, celle de député. Guillaume Soro, par exemple, a été chef d'institution en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et la loi sur le statut des anciens chefs d'institution et membres du gouvernement dit même en cas de flagrant délit, il y a une procédure. Même en cas de flagrant délit. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas d'immunité, mais le procureur de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas poursuivre un ancien chef d'institution. C'est la loi qui le Déjà à ce titre. Déjà à ce titre. Donc, si on vient prendre... Quand on y ajoute son statut de député, là, il y a une exception en cas de flagrant délit. Et le flagrant délit, tous les juristes vous le demandent qu'il n'y a aucun flagrant délit qui est là. Ça, c'est premièrement. Le ministre Alain Lobognon également est sous les géoles. Il est ancien membre du gouvernement. Et actuellement député, il est député et ancien ministre, donc ancien membre du gouvernement. Il est également en prison. Pas que lui. Hein. Et ensuite, avec lui, il y a 4 autres députés. Il y a 4 autres députés. Il y a 4 autres députés qui y sont. Le flagrant délit n'est pas démontré. Comme si le procureur de la République vient, oui, la loi me permet de prendre le flagrant délit, je vous la mets. Jusqu'à aujourd'hui, les avocats des 15 personnes qui sont en prison n'ont pas accès au dossier. Nous sommes aujourd'hui, combien de jours après les faits, ils n'ont pas accès au dossier parce qu'il n'y a pas de détention préventive. Mais s'il y a de flagrant délit, ils doivent être jugés immédiatement dans la séance du jour ou le lendemain. On n'est plus le jour, on n'est plus le lendemain. S'il y a une instruction, c'est qu'on n'est plus en flagrant délit. Et donc, ça fait 2 poids, 2 mesures. Donc oui, l'opposition est persécutée. À cela, pas uniquement Soroïs quand il parle de l'opposition proche de Soro. Nathalie Yamb a été refoulée de la Côte d'Ivoire. Mais
Et alors, la Côte d'Ivoire n'intervient pas. Elle n'est pas un acteur politique ivoirien. Elle est membre du leader, elle est conseillère du candidat Mamadou Coulibaly. Ce qui ne veut pas dire que je suis en train de... Mais elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire pour ses opinions, alors que la Côte d'Ivoire n'interdit pas aux étrangers de faire la politique en Côte d'Ivoire. Ensuite, y compris au niveau même de la sphère soroïste, plusieurs membres ou sympathisants du fait qu'ils aient fait des vidéos sur Facebook ont été convoqués et ont passé pratiquement des nuits pour certains dans les... C'est vrai, Moussa Diallo, il faut le dire. Je voudrais quand même, Moussa Diallo, avant que je vous pose votre... rappeler un contexte. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays du continent à avoir amorcé son processus démocratique avant la chute du mur de Berlin. La Côte d'Ivoire ne doit pas sa démocratie à François Mitterrand au discours de la Baule. Pas du tout. Ça, il faut le dire ça. Ça veut dire que le peuple ivoirien est un peuple d'une grande maturité politique. On ne peut plus faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais il se trouve que cette même Côte d'Ivoire est le seul pays aujourd'hui en Afrique où des députés sont en prison. 5 députés aujourd'hui en prison en Côte d'Ivoire. On parle de flagrance délit, mais il n'y a pas de procédure. C'est le jury, c'est là, il nous le dira. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Monsieur Richard, oui. Moi je suis bien d'accord qu'effectivement le cas Soro aujourd'hui cause des problèmes effectivement à ses collaborateurs, à ses affidés, à ses colistiers. Mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, effectivement, comme vous venez de le dire, est un grand pays, effectivement, politique, est un grand pays avec une conscience politique qui n'est pas, effectivement, constatée ailleurs. Parce que nous avons effectivement eu un grand homme d'État qui fut Félix Houphouët-Boigny, où effectivement on a mis en place un environnement politique qui était en tout cas des plus enviés, ajouté à cela un environnement économique qu'on nous enviait. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a des relents effectivement de ce coup d'État, il y a des relents de la rébellion, il y a effectivement ces acteurs-là qui sont encore présents en Côte d'Ivoire et qui pensent qu'ils peuvent revenir encore avec ces vieux démons-là et ça s'en prendre à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que nous revenions aux faits. Les faits, qu'est-ce qui est reproché à Guillaume Soro? Non. Vous avez bien vu. Il a dit, ses proches sont... Voilà. Il a dit ses proches. Je vous parle aujourd'hui. 5 élus du peuple sont aujourd'hui en prison. Moi, je peux vous dire que nous, quand nous étions aussi, effectivement, au combat et quand nous demandions la justice en Côte d'Ivoire, nous avions aussi des parlementaires qui avaient été emprisonnés. Il s'agit de quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il s'agit effectivement d'un coup qui a été effectivement d'un coup d'État qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en échec ceux qui tentaient effectivement de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des faits qui sont assez graves pour que nous accommodions encore de procédures qui sont des procédures normales concernant un parlementaire. Nous avons activé ce que nous appelons le code de défense. Oui. Et quand c'est le code de défense qui est activé, eh bien, en ce moment-là, on peut effectivement, mais bien sûr, on peut effectivement même transférer les compétences juridiques à donc l'autorité administrative. Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît. Bon, voilà. Moussa Diallo, donc, très rapidement. Aujourd'hui, très rapidement, avant que je donne la parole, très rapidement, je vous regarde dans les yeux et je vous pose la question. Mais je sais que vous faites preuve d'une forme d'honnêteté intellectuelle sur laquelle je peux compter. Comme ceux que je représente d'ailleurs. Si Soro Guillaume avait rejoint le RHDP en 2018, est-ce qu'on serait aujourd'hui en train de faire cette émission? Si on avait cet enregistrement, oui, monsieur. Si nous avions cet enregistrement, oui, monsieur. Nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui que qui que ce soit, que ce fût Soro Guillaume, que quelqu'un d'autre, même dans nos rangs aujourd'hui au RHDP, qui effectivement est à l'origine d'un tel enregistrement qui avoue qu'il va effectivement, par la puissance de feu, attaquer l'État de Côte d'Ivoire, porter atteinte à l'intégrité du territoire national, bien sûr, il serait poursuivi comme aujourd'hui Soro Guillaume est poursuivi. Non, mais ma question, vous l'avez bien comprise. Je vous dis, dans l'hypothèse qu'effectivement, cet enregistrement date de 2017 et qu'en 2018, comme le président Ouattara l'avait souhaité, il avait rejoint le RHDP, on serait en train de le poursuivre aujourd'hui? Bien sûr que si. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui sont actuellement au RHDP, s'ils sont passifs de ce genre
d'action, ils seront poursuivis. Le président de la République a dit personne n'est au-dessus des lois. Et personne n'est en dessous des lois. Personne n'est en dessous des lois. Même si apparemment... de ce point de vue... Mais vous vous portez en dessous des lois si effectivement vous commencez à attaquer l'État de Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu attaquer l'État, pour lui il est coupable. Pour vous il est déjà coupable, vous l'avez jugé, c'est terminé. Nous avons donné en tout cas un élément qui n'est pas contesté par vous. Mais bien sûr, il dit bien qu'effectivement, il est effectivement à utiliser une puissance de feu contre l'État. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans la loi, l'intention elle-même, à supposer même que ce que vous dites est vrai, l'intention n'est pas acte dans la loi. Mais c'est pas une question. C'est à vous d'apporter la preuve et vous ne l'avez pas. L'intention n'est pas acte, c'est pas dans la loi ivoirienne. Alors, Brice, c'est un programme qui a été établi. Apportez les autres preuves. À part votre audio. Justement, vous reconnaissez. Moussa Diallo. Mais bien sûr, si vous reconnaissez. Vous avez quoi contre les députés? Vous avez quoi contre les députés? Non, il y a une menace contre les députés. Vous avez quoi? On a entendu. Moi, j'ai eu la réponse à ma question. Elle était claire et précise. S'il vous plaît, Habib Sanogo. Ils ont le code de défense contre les députés. On a quelque chose contre les défense. Ce sont des députés qui sont devenus des bandits de la République. Donc vous les accusez maintenant. Dans ce cas-là, nous les poursuivons. Absolument. Vous avez la preuve qu'ils sont impliqués aussi. S'il vous plaît, Habib Sanogo. Habib Sanogo. Pour les députés. Habib Sanogo, s'il vous plaît, on les écoute. Voilà. Si on parle tous en même temps, on va pas. On va pas sur Brice Ouzamba. Très rapidement. Vous allez nous dire, vous qui êtes un observateur de la vie politique de Côte d'Ivoire, mais pas seulement du continent, vous allez nous dire si la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans ce schéma. Il y a beaucoup d'observateurs qui nous disent aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Cette région du continent était réputée comme étant le réservoir, du moins le laboratoire de la démocratie. Mais il y a un peu comme un basculement. Et on cite comme exemple le fait aujourd'hui que des opposants sont poursuivis avant les élections pour éliminer des concurrents potentiels, des concurrents sérieux. Moi, j'ai envie de vous demander, pensez-vous que la Côte d'Ivoire rentre dans ce schéma? Alors, moi, ce que je peux dire, puisqu'il faut observer les faits, il faut les analyser, et les faits nous disent quoi? C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une forme de fébrilité du régime du président Ouattara, il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre déjà même le parcours politique du président Ouattara lui-même. C'était quelqu'un qui se disait être ostracisé, du fait de ses origines, et qu'on lui enlevait la possibilité, la prérogative d'être candidat à la présidentielle. Donc, c'est quelqu'un qui, notamment dans le jeu de la citoyenneté, doit être doit être aux premières loges, normalement. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'un député, c'est quelqu'un qui exerce la souveraineté populaire. C'est ça. Un député incarne la souveraineté du peuple, parce que quand on a élu un député, le député ne représente plus que sa circonscription, il représente le peuple tout entier. Voilà. Donc c'est parce que le député représente le peuple tout entier qu'on ne peut pas poursuivre un député comme on poursuivrait un citoyen normal. Voilà, donc ça, ce sont des mécanismes de protection qui ont été mis en place pour notamment tenir compte de cette légitimité populaire que le député incarne, qui fait que dans un état de droit, je dis bien, on se doit de respecter ces procédures-là. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à partir du moment où on dit et on produit un enregistrement, il faut faire la preuve qu'il y a flagrance. Ça, c'est-à-dire que le procureur devrait dire que cet enregistrement a été enregistré à telle date, par exemple, comme l'a dit monsieur aujourd'hui le matin, cet enregistrement nous est arrivé ce matin. Les députés qui sont aujourd'hui en prison ne le sont pas dans le cadre de cette affaire, mais plutôt parce qu'ils auraient apporté atteinte à l'ordre public, ils auraient semé des troubles publics. Ah oui, non, mais c'est en lien aussi. C'est en lien. Oui, mais on est d'accord. C'est en lien. C'est en lien. C'est-à-dire que la flagrance ne peut être établie qu'à partir du moment où l'audio est daté. Quand l'audio est daté, qu'on nous dit que ça s'est passé à telle heure, voilà. Et donc, on sait que l'infraction vient d'être commise ou dans un temps récent. Donc, on peut parler de flagrance. Mais monsieur nous a dit que l'audio n'est pas daté. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le procureur ne peut pas démontrer la flagrance. Voilà. Donc, il y a une incertitude objective là-dessus. À partir de ces moments-là, les députés qu'on vient de mettre en détention provisoire sans respecter les procédures comme ça se doit, je dirais qu'il y a une dérive. Il y a une dérive. Il y a une dérive de l'arbitraire en Côte d'Ivoire. C'est objectif. Avant ta question, j'aimerais juste recadrer les choses. Le 23 au soir, sur le plateau de la télévision nationale, la RTI 1,
Le procureur de la République a dit exactement ceci. Quand on lui a dit qu'il y a des députés qui ont été arrêtés, il a dit que c'est pour des faits qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il reprochait à Guillaume Soro. Oui. Pour que 2 jours après, justement pour pouvoir justifier qu'il soit là, on vient nous parler de connivence ou d'atteinte. Les faits n'ont rien à voir. Il le dit le 23. Le 26, on vient mettre ce chef d'accusation-là comme les choses. Et quand bien même la gravité de la chose, encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils n'incarnent pas leur personne, ils incarnent le peuple de Côte d'Ivoire et en tant que député, la loi doit s'appliquer à eux, ils ne sont pas en dessous. Juste rapidement, Richard, je me dis que dans un état de droit, il n'est pas dit qu'un député, on ne peut pas le poursuivre. Non, on est d'accord. Il y a des conditions. Ça dit que seulement, il faut respecter les conditions. Alors moi, je me dis, le président Ouattara, il peut, c'est quand même un homme qui est éduqué, qui a fait, qui a fait ses preuves, un rayonnement international. Voilà, donc il peut, s'il faut faire les choses, il faut bien les faire. Il faut bien les faire. Donc il suffisait en ces moments-là, puisque à partir du moment où ils ont fait des perquisitions, ou qu'ils ont estimé avoir des débuts de preuves, il fallait le laisser. Et voilà, c'est-à-dire que faire la procédure pour lever l'immunité, puisque le RHDP a la majorité au Parlement, donc ça ne devait pas poser de problème pour lever l'immunité. Ça pose un problème quand il s'agit effectivement d'attaquer l'État de Côte d'Ivoire. Et donc là, nous avons une preuve. Il y a des textes, mais nous activons ce que nous appelons le code de défense. Il y a eu des mutineries il y a quelques années. Il n'y a aucun code de défense qui a été le code de défense. On cherche toujours. Mais justement, le procureur de la République n'a pas évoqué ce code. D'ailleurs, le procureur de la République ne l'a pas évoqué. Mais qui l'a évoqué alors? Qui l'a évoqué? C'est pas parce que le procureur. Est-ce que quelqu'un l'a évoqué? Il est dans cette logique-là. Est-ce que quelqu'un a évoqué ce code? Il est dans la protection de la société et de le respect des lois. Voilà. Moussa Sanogo, une question simple. Diallo, pardon, excusez-moi. Et alors, nous avons consacré cette partie au décryptage de la gouvernance du président Alassane Ouattara, que l'opposition ivoirienne dont l'opposition ivoirienne dénonce la gestion du pouvoir, parle d'instrumentalisation de la justice, de harcèlement politique, de complot, etc., etc. Il y a quelques jours, Charles Blé Goudé a été condamné à 20 ans de prison pour viol, meurtre et torture. Charles Blé Goudé, à 20 ans. Il y a quelques jours seulement. On sait que Laurent Gbagbo, lui aussi, a déjà été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO. Simone Gbagbo, son épouse, a déjà aussi écopé de 20 ans de prison. Comment arrivez-vous? J'ai rappelé tout à l'heure le parcours politique de la Côte d'Ivoire. Et j'ai rappelé que le peuple ivoirien est un peuple d'une grande maturité politique à qui on ne peut pas dire n'importe quoi. Comment arrivez-vous à faire gober aux Ivoiriens, à faire expliquer, à faire comprendre aux Ivoiriens que ce qui s'est passé dans votre pays en 2010-2011 et qui a occasionné 3000 morts, seul le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo sont responsables et qu'aucun comme zone qui aujourd'hui sont dans l'appareil sécuritaire ivoirien n'est concerné, n'a rien à se reprocher? Monsieur Richard, oui. Vous avez effectivement dit que la Côte d'Ivoire est un grand pays. C'est cela. C'est parce que ce pays-là est un grand pays que nous avons effectivement mené des actions pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité. Oui. Aujourd'hui, on aurait pu imaginer que toutes les personnes liées à l'affaire, à la crise post-électorale, soient encore poursuivies. Oui, au moins un rebelle, on n'en a pas. Soient encore poursuivies. Oui. Bon, donc ces personnes-là ne sont pas poursuivies. Celui qui était à la tête de l'État, le chef de l'État de l'époque, qui en a pris toutes les responsabilités, a été transféré à la CPI. À la CPI. D'accord. Vous avez vu effectivement que tous ceux qui se sont portés effectivement coupables avec Laurent Gbagbo dans son système, en tout cas de torture, de criminalité qui a été répandue sur tout le territoire national, la plupart aujourd'hui sont des gens libres. Vous avez Blé Goudé qui était connu de toute la jeunesse et qui avait des sobriquets de commandant, qui se faisait appeler, en tout cas le chef de cette jeunesse, qui est connu sur le terrain comme étant quelqu'un effectivement qui a commis des exactions en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne, suivant son cours, a condamné aussi Blé Goudé. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul rebelle coupable à qui on peut reprocher quoi que ce soit. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne avait décidé effectivement de ne pas donc traduire tout le monde au tribunal pénal international et de traduire le président Laurent Gbagbo et que ensemble effectivement ait pris
de justice, épris de fraternité, nous allions effectivement pouvoir réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Oui, ce qui a donné lieu effectivement à beaucoup d'actes allant dans le sens du pardon. C'est le pardon qui a guidé effectivement certaines actions. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ne nous faites pas revenir en arrière où on va effectivement aller arrêter tout le monde en Côte d'Ivoire pour que les gens soient jugés. On a décidé effectivement d'aller vers le pardon pour que la plupart des gens effectivement qui étaient mis en cause dans cette affaire-là soient effectivement des gens aujourd'hui libres en Côte d'Ivoire. Je propose. Vous allez me parler de Soro Guillaume, lui-même a bénéficié aussi de cette clémence-là aussi. Voilà, donc aujourd'hui... Avant la clémence, il faut juger, il faut que la justice passe. Mais parce que nous avons dit que le processus de réconciliation demandait effectivement que nous puissions apaiser ce pays. Mais le processus de réconciliation n'a pas empêché qu'on condamne Charles Blé Goudé à 20 ans. Mais parce que Charles Blé Goudé lui-même s'est rendu coupable de faits qui sont connus. Il n'y a aucun rebelle. Si vous avez des affaires contre des rebelles, vous citez leur nom. En ce moment-là, effectivement, la justice sera saisie. Vous avez raison, je n'en ai pas. Bon, voilà, merci monsieur. Je propose qu'on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. C'est quoi l'histoire du code de défense?